Merci. Bien, bonjour à tous. On va attendre encore une minute ou deux, le temps que les gens se connectent pour pouvoir commencer cette nouvelle présentation. Bonjour Éléonore, bonjour Yves. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Vous m'entendez Oui, bien? très bien, impeccable. Éléonore Bon. aussi. Ok, super. Bon, super. On va attendre une minute, voilà, les gens arrivent doucement et on va démarrer. Super. Bon, on est une petite quarantaine, je vais démarrer le temps que tout le monde arrive. Donc, on est content aujourd'hui pour ce webinaire parce que c'est la première fois qu'on organise un webinaire à 3 associations, donc à savoir le Club Digital Media, donc je suis la déléguée générale du Club Digital Media, l'Observatoire Comme Média et le Club de la franchise. Donc, c'est une première. Si ça se passe bien, on espérera en faire d'autres. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter différentes solutions digitales qui ont été mises en place dernièrement dans des points de vente et qui ont fait leurs preuves pour répondre à toutes les contraintes réglementaires et de distanciation liées au Covid-19. Donc, on va essayer d'être très pratique avec des cas très concrets pour que ce soit simple à comprendre et ce sera assez rythmé. L'idée, c'est qu'on a pas mal d'intervenants, donc vous aurez la possibilité, je pense que vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions dans le chat. On prendra certainement une question, pas plus, pour ne pas déborder. Mais quoi qu'il en soit, tous les intervenants vous répondront en dehors. Et surtout, je vous donnerai les coordonnées de chacun. Si vous avez quoi que ce soit, si vous voulez poser des questions à chacun, pas de problème. Voilà. Donc, pour faire très vite, je vais donner la parole aux 3 responsables des 3 associations en une minute pour qu'ils puissent présenter quel est le rôle de l'association. Et puis derrière, on enchaînera sur les présentations. Voilà. Qui commence? Parfait, merci Laurence pour cette introduction. Du coup, le lien est fait puisque moi je suis président du club du Digital Media depuis 3 ans et demi maintenant et donc j'ai la chance de travailler avec Laurence régulièrement. Le club du Digital Media, c'est 55 sociétés et puis qui sont toutes orientées vers l'affichage digital, que ce soit des intégrateurs, des éditeurs de logiciels, des créateurs de contenu, des vendeurs de hardware, d'écran, etc. Et donc, l'idée, c'est que cette association organise entre 10 et 12 événements par an dans un contexte normal, publie également des informations et puis organise des conférences et des petits déjeuners thématiques autour de notre média. Donc, on est très content de pouvoir faire cette conférence aujourd'hui en partenariat avec l'Observatoire Comme Média et le Club de la franchise. Voilà, merci. Alexandre, si tu veux. Bonjour à tous, ravi effectivement d'être partie prenante de cette opération. Donc, pour ma part, je représente l'Observatoire Comme Média, donc, qui est une association qui a un peu plus de 12 ans maintenant, qui travaille sur une double logique, à la fois une logique de décloisonnement des métiers et des secteurs de la communication et également une dimension du côté des annonceurs pour contribuer à leur côté à une meilleure lisibilité du marché. Donc, on a eu vraiment un positionnement axé autour des enjeux économiques. On fédère un public assez hétérogène qui regroupe à la fois des acteurs issus de la filière de la communication, issus du monde des agences, des médias, de l'événementiel, des industries de la communication et du numérique. On retrouve également beaucoup de marques et d'annonceurs au sein de notre écosystème et puis également un public d'institutionnels. Et on travaille sur 4 piliers majeurs. Un pilier d'études économiques et financières qui nous permettent de cartographier l'ensemble de ces acteurs et également de regarder la santé économique et financière de cette filière dans sa globalité, mais également des focus par secteur. On travaille sur un deuxième pilier autour des relations interentreprises, ce qui renvoie notamment aux problématiques que certains ont eu à rencontrer malheureusement ces quelques derniers mois sur les problématiques de délai de paiement, de rupture abusive de contrat, de pression des grands sur les petits. Donc, on est en lien très étroit avec le médiateur national Pierre Pélouzet sur cet axe-là. Un troisième pilier autour de l'innovation, qui a pour vocation de créer des liens entre les entreprises innovantes et d'autres prestataires ou encore des marques, donc vraiment dans une logique de signature de bons de commande. On est assez pragmatique sur cet angle-là. Et puis, un dernier sujet autour de l'emploi,
qui a pris de nouvelles facettes également ces quelques derniers mois. On a organisé pas mal d'opérations de job dating ces dernières années. L'enjeu aujourd'hui est plutôt de travailler autour des enjeux de reconversion et de problématiques de management engendrées par cette crise. Donc voilà globalement les activités qui sont les nôtres. Ravi d'être partie prenante de cette opération. On prône le décloisonnement au sein de l'Observatoire. Donc je pense que cette matinale le démontre parfaitement. Et puis ravi également que Yves soit à nos côtés qui porte les acteurs de la franchise. Sans transition, Yves. Oui, merci beaucoup Alexandre. Oui, Yves Sassi, je suis le fondateur de l'Observatoire de la franchise il y a une vingtaine d'années et puis que j'ai cédé au Salon de la franchise, et puis le fondateur du Club de la franchise qui existe depuis un peu plus de 4 ans maintenant, dont l'organisation en fait est destinée à faire rencontrer les franchiseurs avec des startups, avec des sociétés digitales. L'idée, c'était de leur permettre de digitaliser leurs exploitations. Et on s'est rendu compte que l'idée n'était pas si mauvaise que ça, puisque depuis le mois de mars, les franchiseurs utilisent abondamment tout ce qui est click and collect, paiement à distance, gestion des files d'attente et compagnie. Voilà un petit peu l'objectif du club. Après, le rôle pendant ce confinement, ça a été de filer à nos restaurateurs en particulier qui souffrent, et donc de leur donner des accès à des formes de digitalisation un peu solidaires. On a essayé de trouver des solutions, non pas pour chacun parce que c'est toujours compliqué, mais des solutions générales pour que des startups qui pouvaient le faire apportent leur soutien à ces franchiseurs, et ça a pas mal marché. Voilà, et depuis quelques semaines, là, depuis un mois à peu près, on fait des interviews des uns et des autres franchiseurs et start-upers pour que les gens qui ne peuvent pas se rencontrer, puisqu'on n'organise plus d'événements physiques évidemment, le fassent par l'intermédiaire d'une courte vidéo. Voilà, je ne serai pas plus long que mes courtes vidéos. Donc, voilà. Puis on est à la disposition de tout le monde. C'est un club, une entreprise. Notre objectif, c'est vraiment de filer un coup de main aux gens qui font partie de notre périmètre. Et puis, pour me ravi de participer à vos événements. Laurence, bravo pour ce que vous faites, et puis Alexandre aussi, parce que c'est vraiment, c'est une phrase ridicule, mais c'est vraiment hyper utile à notre environnement quotidien, le commerce, etc. Voilà. Ok, À votre merci. disposition. Merci Yves. Et, justement, pour commencer ouais. la présentation de ce matin, la personne qui va prendre la parole maintenant, c'est Alexandre Gervais, directeur Europe de Mood Media, et qui va pouvoir nous présenter une étude Shopper et un livre blanc sur les comportements d'achat post-Covid. Alexandre, vous m'entendez bien? Bonjour Alexandre, oui, on t'entend bien. Bonjour, bon, c'est parfait, ça marche très bien, on est ravis. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous. C'est un grand plaisir déjà de participer à ce webinaire, parce que je lis beaucoup d'emails tous les jours, mais je ne vois pas beaucoup de têtes. Donc, le confinement, ça n'a pas que des vertus. Et même si je suis aujourd'hui au bureau, on est très, très peu nombreux, on est tous en télétravail. Ça fait du bien de retrouver un petit peu du monde. Et je tiens donc à remercier le Club Digital Média et Laurence, avec qui j'ai passé un dîner l'année dernière dont je me souviendrai longtemps parce que c'était vraiment exceptionnel. Donc, oui, c'était vraiment un grand, grand plaisir. J'espère qu'un jour, on pourra le refaire à l'Observatoire Comme Média et au Club de la franchise. Donc, je suis très heureux ici de représenter Mood Media. Il faut savoir que je remplace Valentina Candeloro, qui est directrice marketing de Mood, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui et qui m'a demandé un peu au pied levé, avec nos équipes comme Émilie, de présenter le livre blanc qui a été édité par Mood. J'ai quelques minutes, un peu moins de 10 minutes, donc je vais aller assez vite. L'étude est disponible, on peut vous la faire parvenir, je pense que vous l'avez peut-être même déjà. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on vit une période sans précédent. Comme disent encore des personnes, je ne pensais pas vivre ça un jour dans ma vie, comme quoi tout est possible. Moi qui suis issu du retail et qui accorde une importance essentielle à l'expérience client,
la crise du Covid, elle apporte aujourd'hui un élément auquel on ne s'attendait pas, c'est la prise en compte de la santé des salariés, d'une part, il ne faut pas les oublier, et des clients. Et au-delà de tout ce qu'on fait pour le client, en termes d'expérience client, de parcours shopper, c'est prendre en compte aussi la santé de tout le monde à l'égard de cette Covid-19. Donc, il y a des risques, mais le livre blanc a mis en évidence toutes les opportunités que cela soulevait pour les retailers. Il s'agit donc de s'interroger sur ce qui peut et ce qui a été mis en place par de très nombreuses marques. Vous l'aurez compris, on se soucie principalement ici de tout ce qui est lié à l'audio, à la vidéo et au sens large au digital. On a donc voulu comprendre les comportements des consommateurs. Le livre blanc se concentre sur un certain nombre de pays, Royaume-Uni, États-Unis, Chine et France. C'est une étude qui a déjà quelques mois, mais on en tire des grandes lignes. Je ne vais pas revenir ce matin sur les chiffres parce qu'ils évoluent beaucoup, mais ce que je voudrais mettre en évidence, ce que Mood Media dans notre développement on a mis en évidence, c'était les 4 points clés. Tout d'abord, pour moi, le plus important, qu'il soit dans une sphère personnelle, qu'il soit dans une sphère professionnelle, c'est la confiance. La confiance que les marques vont témoigner à l'égard de leurs consommateurs et ce qu'en retour, les consommateurs vont témoigner à leur marque. On se rend compte ainsi que les mesures qui ont été prises par les retailers sont essentielles dans les points de vente, que ce soit la mise en place des bornes de gel hydroalcoolique. Alors ça, ce n'est pas digital, excusez-moi, c'est bien physique. Le port du masque, les vitrines en plexi qui sont extrêmement glamour, mais bon, ça fait le job. La confiance des consommateurs est un enjeu clé que les marques ont très tôt mis en place pour se mettre en évidence ce qu'elles faisaient à l'égard de leurs clients. Donc, l'important, pour obtenir cette confiance, c'était de mettre en place un sentiment de sécurité. Le deuxième levier qui a été mis en place, c'est les attitudes d'achat des clients. On se rend compte que les attitudes ont énormément changé au cours du temps, qu'aujourd'hui, les consommateurs passent moins de temps en magasin, viennent moins souvent et dépensent moins. Alors, on ne parlera pas des chiffres parce que, pour le coup, comme je vous l'ai dit, je remplace Valentina et je ne connais pas exactement tous les chiffres. Moi, ce que je sais, c'est ce que me remontent nos clients. Mais on constate non pas une désaffection, bien au contraire, mais aujourd'hui, les clients, les consommateurs vivent plutôt le passage en boutique comme une mission. Bon, je ne parle pas de mes belles-filles et de ma fille qui passeraient plutôt leur journée. Mais bon, à chacun, on parle d'un client type. Les habitudes des consommateurs ont changé. Après le confinement, on se concentre aujourd'hui maintenant sur des achats missions, comme je le disais un petit peu avant. Donc, le temps a passé où on allait en magasin vraiment pour découvrir, pour prendre des choses. Aujourd'hui, c'est ce sentiment qu'il faut arriver à recréer. Il faut vraiment redonner cette confiance, ce plaisir de consommer en point de vente. Il y a un élément qui est important, c'est que suivant les catégories de population, hommes, femmes, enfants, tous n'ont pas eu la même appréhension par rapport à la Covid-19 et au risque, à l'appréhension d'être contaminés. Une grande partie de la population savent qu'ils ont eu, qu'ils auront. Est-ce qu'ils l'auront dans la sphère privée, est-ce qu'ils l'auront dans la sphère professionnelle ou au cours de magasins, de leurs courses en magasin? On sait aujourd'hui que les femmes ont émis plus d'appréhension, ont une appréhension plus grande à l'égard d'une contamination possible par rapport aux hommes. Les raisons de ce retour en magasin, donc c'est les appréhensions des uns, c'est aussi les raisons économiques. C'est l'inquiétude, c'est le fait qu'une grande partie des consommateurs vont privilégier l'achat en ligne. Et encore une autre partie, un peu inférieure, autour de 10%, pardon, si je me souviens bien, les courses sont outsourcées, c'est-à-dire qu'on va demander à quelqu'un de les faire pour soi.
L'autre point du retour des motifs du retour des consommateurs en magasin, c'est l'attitude des enseignes à l'égard des clients et ce que vont avoir fait certaines enseignes pour rassurer leurs clients. On constate ainsi au travers du livre blanc et de l'étude qui a été réalisée que les grandes surfaces, les supermarchés, les supérettes ont eu un meilleur retour au niveau des consommateurs. Les consommateurs étaient plus confiants dans un certain nombre de magasins. Alors, les grands magasins, les supermarchés, les commerces de proximité et en fin de course, ceux qui ont le moins véhiculé cette réassurance, c'est les magasins liés à la technologie électronique, ce qui est un peu étonnant. Enfin, le dernier point, c'est l'expérience sensorielle en magasin. C'est tous les outils par lesquels on va pouvoir communiquer au client final ce qui est mis à sa disposition pour assurer sa sécurité. Je l'ai dit, il y a les messages audio, les messages vidéo, mais il ne faut pas oublier que le commerce physique, c'est le plaisir de toucher, la capacité de toucher, de sentir, d'essayer un produit. Et ce qui fait que les consommateurs reviennent en point de vente, c'est vraiment le plaisir de retrouver cette sensation, de pouvoir acquérir le bien immédiatement, la possibilité de découvrir de nouveaux produits. On avait ainsi, alors les chiffres sont les suivants, qui sont assez importants. La préférence des clients qui préfèrent acheter en magasin, c'est 47% par rapport au commerce en ligne. Le facilité de rapporter instantanément à la maison, 46%. La possibilité de découvrir de nouveaux produits, 36%. Enfin, par rapport à ce dernier levier, on a 8% des consommateurs qui, eux, ont déclaré que les mesures sanitaires en magasin nuisaient à leur expérience. Excusez-moi, les pop-up. Donc, on constate que ce qui a été mis en place par les enseignes a été plébiscité par les consommateurs en termes d'assurance, pour retrouver de la confiance. Pour conclure, au-delà de la crise, quelle qu'elle soit, du retour en magasin, plus facile chez les jeunes, aisé chez les hommes, plus difficile chez les femmes ou chez les personnes âgées, l'expérience doit toujours rester au premier plan. Il faut vraiment atténuer la peur et assurer la sécurité de tous. Des choses ont été mises en place. Les sens de circulation à sens unique, les gels hydroalcooliques, le port du masque systématique, les plexiglas, la désinfection des points de vente régulière et également, alors ce qu'on voit, pas toujours, ça dépend, on s'en rend bien compte et ça je pense que c'est très important, c'est les enseignes qui vont respecter la jauge du nombre de clients en point de vente. Ça, ce n'est pas du digital, mais on voit aujourd'hui qu'il y a des enseignes qui sont extrêmement précautionneuses quant à la mise en place de ces mesures et je pense que ça va être un outil essentiel à l'avenir d'une reconnaissance par les clients d'une marque. Le commerce physique, pour moi, il est essentiel. Il est essentiel parce qu'on trouve la relation avec un vendeur. Si ce vendeur est respectueux des gestes barrières, le client va se trouver réassuré, il va pouvoir réessayer, il va pouvoir goûter ses produits tout en étant réassuré. C'est ici que le marketing sensoriel, pour moi, joue un rôle essentiel. Le rôle de la musique, le rôle de l'olfactif sur le point de vente sont des éléments essentiels au-delà du produit, au-delà du conseiller clientèle, qui vont apporter un environnement sensoriel, comme son nom l'indique, à la facilité avec laquelle les clients vont venir en magasin. Ces dispositifs de communication doivent pour moi être pérennisés dans le temps et surtout vont créer un lien, je le pense sincèrement, indéfectible entre les clients et la marque. Et ce qu'on avait vécu, ce qu'on vivait avant le confinement et ce qu'on vivra après le confinement, ce que mettent en place les marques, aussi bien au niveau de l'aspect retail et au niveau de l'aspect sanitaire et sécuritaire,
jouera à très long terme sur la pérennité des marques qui feront plus peut-être que les autres. Il faut donc aider le consommateur à trouver plus rapidement ce dont il a besoin, l'accompagner dans son processus d'achat, que ce soit dans la découverte et le fait de trouver son produit, jusqu'au paiement sans contact. Tout ça, c'est des éléments essentiels de la chaîne de valeur qui, aujourd'hui, à l'ère du Covid, se trouvent complètement remis en cause. Tous les points que j'ai abordés, que ce soit la confiance, que ce soit les raisons du retour en magasin, que ce soit les leviers, vous pouvez les retrouver dans le livre blanc qui a été fait. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de faire en sorte que le commerce physique continue de vivre et qu'on retrouve un peu plus de social dans un monde où on a été tous complètement amenés à rester en retrait et à se protéger. Et je pense que ce que feront les marques demain est essentiel. Je vous remercie. Merci Alexandre. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup. Justement Alexandre, je crois que tu avais une question. Alors, effectivement, j'ai une question. J'ai regardé avec attention votre livre blanc dans lequel vous revendiquez notamment la notion d'omnicanal comme clé de la réussite, sans quoi on est parfaitement aligné. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, j'avais une question. Quels seraient justement, selon vous, les leviers pour créer davantage de synergie entre les points de contact physiques et les points de contact digitaux? Déjà, il faut savoir que dans le domaine du retail, l'omnicanal a toujours été omniprésent. Aujourd'hui, l'arrivée du click and collect, notamment, a joué. Alors, on sait que dans le domaine de la grande distribution, qui a joué très tôt la clé du click and collect, ça a été une réponse. La crise du Covid oblige toutes les marques, qu'elles soient textiles, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient non alimentaires, à se poser les bonnes questions de comment est-ce qu'on passe de son smartphone ou sa tablette ou son ordinateur domestique au commerce en magasin. Il faut pouvoir commander en ligne, récupérer en magasin, aller en magasin, ne pas trouver ses produits, les commander. Le tout dans un climat sanitaire douteux. Et pour moi, l'opportunité qu'apporte, c'est horrible de le dire, les opportunités engendrées par cette crise, c'est certes devoir faire du business, parce que malheureusement, c'est le principe même de notre société, c'est remettre encore plus le client au centre du jeu en le protégeant, parce que le client qu'on protège aujourd'hui, ça sera le client qui reviendra demain. Le client, et ce que font les marques aujourd'hui, alors je n'ai pas beaucoup d'exemples, mais je sais que tout ce que nous avons fait chez Mood, il y a des marques qui nous ont dit, voilà, on veut faire des messages audio, on veut faire des messages vidéo pour remercier les soignants, remercier nos salariés, remercier nos clients d'être là et leur dire tout ce qu'on a fait pour les protéger. Et pour moi, le sensoriel, l'audio, la vidéo, ça aide à cette continuité du commerce, qui soit en ligne, parce que c'est en ligne. Aujourd'hui, avant, on regardait online ce qu'on allait acheter cet après-midi ou demain. Aujourd'hui, on va se dire, tiens, cette marque est toujours à la pointe du progrès en termes de mode ou de produits alimentaires, mais en plus, elle soutient ses salariés et elle soutient la communauté. Il y a des marques qui vraiment vont se démarquer sur la protection de leurs salariés, la protection de leurs clients, parce que on doit, pour moi, la crise du Covid, c'est amener à plus se soucier de l'autre. Et les outils digitaux aident à cela et à faire la passerelle encore plus qu'avant sur l'omnicanal de la maison au commerce physique. Donc, plus d'humains à l'issue de cette crise, si on comprend bien votre point de vue, Alexandre. Merci beaucoup pour ces informations. Et puis, comme vous disiez… Plus d'humains et surtout la confiance. Et je retiens là-dessus, parce que la confiance, c'est essentiel pour moi. Tout à fait. Comme on vous disait là dans le chat, vous avez la possibilité de télécharger le livre blanc de toute façon de Mood, donc vous pourrez revenir là-dessus et on vous donnera les informations si nécessaire.
Pour continuer cette… Merci beaucoup, Alexandre, pour cette intervention. Merci à vous encore pour votre accueil et d'avoir organisé ce webinaire. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour continuer, je vais donner la parole à Fabien Guillossou, CEO de Visiperf, pour nous parler de la communication locale des enseignes. La parole est à vous. Merci Vladimir, merci à tous. Bonjour à tous. Je vais partager tout de suite mon écran afin de partager donc cette présentation. Est-ce que vous la voyez? Oui. Parfaitement. Je vais la mettre en plein écran, ce sera plus agréable pour tout le monde. Si j'y arrive, bien sûr. Bon, je vais laisser comme ça, si ça vous va. Donc, je vais essayer de vous présenter un modèle de publicité un petit peu innovant qu'on a mis en place avec Coca-Cola, donc qu'on appelle nous la publicité multilocale sponsorisée, et qui est une réponse qui me paraît intéressante pour faire face aux contraintes Covid, surtout aux contraintes économiques que subissent les acteurs de la restauration en particulier. C'est une mécanique qu'on est en train de déployer à la fois sur des réseaux de franchise, mais également sur des points de vente en direct, des bars et des restaurants, ou même des boulangeries qui travaillent avec Coca-Cola et qui apportent une solution gagnant-gagnant pour à la fois les marques qui effectivement ont besoin de générer du drive to store, mais également pour les points de vente et la restauration qui subissent de plein fouet cette crise. Et donc, cette mécanique rend les choses plus… Il y a aussi un petit peu d'humain là-dedans, entre guillemets, entre les marques et les restaurants, puisque les marques apportent un soutien sur cette façon de faire de la publicité que nous, on appelle sponsorisée. Je passe rapidement sur qui on est. On est un petit groupe digital de 2 sociétés dont je suis cofondateur, donc qui gère du média digital depuis quelques années. C'est notre expertise. En particulier sur les marques et les réseaux, on travaille avec beaucoup de points de vente et beaucoup de zones. On agit sur plusieurs zones sur la base, sur nos mécaniques digitales, à la fois sur des réseaux de franchise, comme tu le sais, Yves, et également pour des marques depuis quelques temps. On a deux expertises principales, donc les plateformes de gestion du marketing en multilocal, que nous fournissons auprès de ces réseaux et de ces marques, et la création de stores locateurs et de pages locales qui s'inscrivent également dans les plans médias digitaux en multilocal qu'on opère. Donc, effectivement, on a une expertise reconnue depuis quelques années. Je passe sur les présentations un petit peu commerciales de qui nous sommes, puisque ce n'est pas le propos aujourd'hui, pour essayer d'avancer sur le modèle qu'on a mis en place. Voilà, je vous rappelle juste que Visiperf a la chance d'être French Tech 120. J'espère qu'on le restera l'année prochaine puisqu'on a repostulé. Voilà. Donc, hop, je ne vois pas très bien mon écran. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors, pour nous, c'est extrêmement important de mettre en place effectivement des campagnes locales pour les points de vente, des campagnes digitales locales. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une augmentation très forte des recherches en local et qu'évidemment les usages en drive-to-store se sont fortement développés ces derniers temps, et on est extrêmement sollicité depuis quelques mois, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, ce qu'on a mis en place avec Coca-Cola et en particulier le réseau Domino's, c'est une plateforme d'achat de campagnes personnalisées automatiquement pour chaque établissement et qui sont sponsorisées par Coca-Cola. Donc, cette plateforme digitale, finalement, on l'a montée en partenariat avec Coca-Cola pour le réseau Domino's. Et ce qu'il y a de très intéressant et d'un petit peu nouveau, c'est que Coca-Cola sponsorise des campagnes digitales sur le réseau Domino's. Donc, concrètement, on apporte une plateforme à chaque franchisé dans laquelle il va y avoir des campagnes qui vont être co-brandées par Coca-Cola et qui va permettre donc c'est un vrai pied à l'étrier pour le franchisé. Il va y avoir des campagnes offertes, co-brandées Coca Domino's et qui vont générer du drive to store puisque ces campagnes sont diffusées en local autour des points de vente sur Facebook et sur Instagram. Donc ça, c'est une mécanique assez innovante. Le fait de faire de la publicité multilocale, on l'avait déjà fait pour un certain nombre de réseaux. Mais là où on est innovant finalement, c'est que Coca-Cola se sert de cette solution comme barrière à l'entrée ou comme outil de trade marketing pour asseoir leur relation, améliorer la relation avec le réseau, mais également
génèrent du drive to store, génèrent du chiffre d'affaires en point de vente grâce à ces opérations de marketing qui sont extrêmement efficaces et qui effectivement génèrent du retour sur investissement. On a pu le constater. Et c'est forcément une accélération de la transformation digitale des réseaux, puisque quand on vous dit qu'on a une plateforme qui est offerte par Coca-Cola dans laquelle on peut acheter du digital facilement en un clic, que les campagnes sont co-brandées, préparées et qu'elles sont financées en partie par Coca-Cola, vous imaginez bien que le franchisé en local va rapidement s'inscrire sur la plateforme et cliquer sur cette fameuse achat de campagne pour que sa campagne soit lancée en local et génère du retour sur investissement. Alors, le fonctionnement de la plateforme est assez complexe en soi puisqu'on interagit avec la tête de réseau Domino's, on interagit avec le point de vente en local et on interagit aussi avec la marque Coca-Cola. Et donc, on arrive, nous, à générer de manière automatisée les paiements en point de vente, les paiements par la tête de réseau, le sponsoring, parce qu'il peut y avoir également un soutien de la tête de réseau pour ses propres franchisés, hein, ce qui a été mis en place également par Domino's. Donc, il y a toute une série de solutions qui sont mises à disposition grâce à la plateforme pour le franchisé. Alors, on parle du franchisé parce qu'on sait que grande majorité des points de vente sont organisés en réseau. Et donc, on a travaillé, nous, sur ces solutions pour répondre aux problématiques du commerce local. Mais à l'origine, Coca-Cola avait monté cette fameuse Digital Factory avec notre technologie qui permettait aux commerciaux de Coca-Cola d'aller voir les points de vente et de leur proposer en remplacement, entre guillemets, du parasol Coca-Cola, des publicités digitales co-brandées. Donc, en fait, ce qu'on a réussi à faire pour les marques, entre guillemets, c'est une double innovation. C'est une plateforme de trade marketing, plateforme SaaS de distribution du trade marketing, des opérations de trade marketing. Donc, les commerciaux arrivent en point de vente avec une plateforme permettant de distribuer du trade marketing et c'est de la digitalisation du trade marketing puisque on propose des opérations de marketing digital en remplacement ou en complément des opérations de PLV ou physiques qui sont un peu plus vertueuses, en tout cas de notre point de vue, puisqu'elles génèrent du chiffre d'affaires, du drive to store et donc du chiffre d'affaires en point de vente. Pour les marques, ça leur sert de barrière à l'entrée de concurrents, entre guillemets. Donc, c'est intéressant pour eux, bien sûr. Ça leur fait de la notoriété, mais ça génère également du chiffre d'affaires, puisqu'on sait qu'encore une forte proportion du chiffre d'affaires des marques est généré en point de vente. L'avantage pour les réseaux, évidemment, c'est d'apporter des solutions de fidélisation pour leur réseau de points de vente. Ça permet une mutualisation des coûts, une organisation plus efficace de la gestion du marketing en local pour qu'elle soit coordonnée, pour que personne ne se marche sur les pieds, pour qu'il y ait une mutualisation aussi de la partie efficacité et performance pour qu'elle puisse être déployée. Quand on fait des tests, par exemple, sur 30 restaurants et que ça fonctionne, on essaie de le déployer sur l'ensemble. Et bien évidemment, ça génère du ROI puisque le digital apporte du drive to store en point de vente. Et donc, il y a évidemment ce qu'on appelle des royalties qui sont versées à la tête de réseau. Pour le franchisé, c'est un gain de temps phénoménal. Plutôt que de devoir créer sa propre campagne, réfléchir au format, les mettre en place, avoir un reporting, comprendre comment ça fonctionne, c'est pas vraiment leur métier. Ils n'ont pas forcément le temps de faire ça. Et donc là, non seulement elles sont préparées, organisées, il n'y a plus qu'à cliquer sur un bouton pour qu'elles soient lancées, mais c'est également une économie et un retour sur investissement puisqu'elles sont offertes par les marques. Donc, c'est vraiment cette mécanique entre marque et point de vente grâce à la plateforme qu'on trouve pertinent et qu'on est en train de déployer. On a beaucoup de marques qui nous interrogent sur comment est-ce qu'on peut organiser de la publicité locale pour amener du trafic et du chiffre d'affaires en point de vente plutôt que de tout faire en digital pure player. Et on pense que cette solution entre marque et réseau de point de vente devrait s'intensifier dans les prochaines années, on l'espère. En gros, il y a aujourd'hui 1% du trade marketing qui est digitalisé. Donc, il y a 10 milliards d'investissements en France sur le trade marketing et il y a également 10 milliards d'investissements dans le média. Sauf qu'évidemment, dans le média, vous imaginez que le pourcentage de digitalisation est beaucoup plus fort, mais dans le trade marketing, on n'est qu'à 1%. Donc, on est vraiment au tout début de la digitalisation du trade marketing. Il y a quelques acteurs sur le marché qui font des choses intéressantes dont on s'est rapproché, nous, chez Visiperf. Et on espère continuer de mettre en place ce type de mécanique
qui d'après nous est une réponse en fait aussi au e-commerce, face au e-commerce et la montée du e-commerce pour les points de vente. On utilise le digital au travers du sponsoring de marque pour essayer de ramener plus de trafic en point de vente. Et donc, il y a un petit côté Robin des Bois, entre guillemets, où les marques aident finalement les points de vente. On prend un peu aux marques pour donner aux points de vente. Mais évidemment, c'est l'intérêt des marques également, mais c'est là où ça peut fonctionner, c'est que l'intérêt est pour les marques, l'intérêt est pour les réseaux de points de vente, l'intérêt est pour le point de vente, et pourquoi pas aussi pour le consommateur, à qui on pourra faire bénéficier de promotions sur des marques qui vont être accessibles en point de vente à 300 mètres plutôt que de l'avoir en promo, effectivement, en digital, où l'expérience est beaucoup moins intéressante. On le sait tous, les gens préfèrent acheter en magasin. Donc, si demain, je peux faire une publicité pour Karcher, mais qui va être acheté dans un Carglass, on est en train de discuter de ce genre de choses, avec une promotion et que je vais aller chercher à 250 mètres et qu'en même temps, j'arrive chez Carglass et peut-être que je vais acheter d'autres services. Donc, Carglass, c'est peut-être pas l'exemple le plus probant sur les points de vente qui sont en difficulté, mais bon, tous les réseaux quand même connaissent des difficultés. Ben voilà, il y a pas mal de choses à faire qui nous paraissent très intéressantes et qui utilisent les leviers du marketing digital local dans une dynamique de trade marketing. Je m'arrêterai là parce que je pense que j'ai déjà consommé largement mon temps et je vous remercie pour votre écoute. Je suis à dispo pour vos questions. Merci beaucoup, Fabien. Est-ce qu'il y a… On avait dit qu'on prenait une question, Laurent, c'est ça, non? Est-ce que tu avais une question? Alors, bonjour Laurence, Louison de l'Observatoire Comédia. Je me permets de poser une question à la place d'Alexandre qui malheureusement a dû nous quitter. Donc moi, j'avais une petite question effectivement pour Visiperf. On a constaté que la crise du Covid a véritablement… Je ne fais pas partie. Excusez-moi, c'est que j'ai eu un coup de fil. Pardonnez-moi de vous avoir coupé. Pardon. Non, je disais simplement, nous avons constaté que la crise du Covid a véritablement renforcé la place de la communication locale et comment vous avez perçu cela dans vos activités et surtout sur quel secteur? En 1 minute. Ouais, alors je ne saurais vous dire, on se fait complètement déborder depuis 3-4 mois, on vit un peu le feu hein, dans l'équipe. Au niveau du click and collect, on a des demandes dans tous les sens. Au niveau du drive to store, c'est assez intense pour nous, mais évidemment, c'est majoritairement dans la restauration et en particulier plutôt sur les restaurations qui sont un peu organisées. Hein, donc les KFC, Burger, Pizza Hut, Domino's sont beaucoup plus actifs, en tout cas ce qu'on ressent chez nous. Alors, le premier confinement, nous, tout a été coupé, hein, clairement. Donc, sur le premier confinement, on s'est réorganisé, on va dire, sur l'avenir. On a constaté que les gens préparaient le terrain, on commençait à travailler les choses de fond, hein, les sites internet, les stores locators, tout ce qui est le travail de fond qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien quand on est… là, ils avaient le temps, hein, donc ils en ont profité. Là, sur le deuxième confinement, ça a été, il y a quand même beaucoup plus de possibilités de campagne, mais clairement sur la restauration, c'est là où on a été le plus sollicité. Merci. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Merci, bravo pour cette présentation. Avec plaisir. Pour continuer cette matinale, je vous propose Christophe Alves, CEO de Scali, de prendre la parole. La parole est à vous, Christophe. Okay, merci bien. Bonjour à tous. Je vais vous partager également mon écran. J'espère que vous pouvez le voir. Alors, pour suivre un petit peu ce que mes collègues ont pu pu mettre en avant ce matin, aussi bien en termes de communication que d'humain, moi j'ai un petit, on va dire, remède contre le Covid, c'est ce qu'on appelle le personal shopper. L'idée du personal shopper, en fait, elle est assez simple. Si on revient un petit peu, si on fait un tout petit historique, on a tous connu les catalogues La Redoute, on a tous vu l'émergence effectivement des sites de e-commerce dont on vient de parler. Mais comme l'ont bien expliqué mes deux collègues, l'humain, la confiance, le fait de pouvoir être en point de vente, le fait de pouvoir parler à quelqu'un, enfin bref, on va dire vivre, j'ai envie de dire normalement, c'est des choses que heureusement le Covid n'a pas totalement impacté.
Et dans ce cadre-là, puisque souvent, après chaque crise, il y a des solutions qui se mettent en place, on va dire qu'à l'image de ce qu'on fait tous, on a tous fait pendant la crise, d'appeler son copain, sa copine, sa grand-mère par FaceTime, par WhatsApp, par Skype ou je ne sais quoi, a émergé des solutions en fait de comment on allait continuer à avoir une relation entre un consommateur et un vendeur ou une vendeuse avec lequel on a créé une relation et les contraintes de distance, de magasins fermés dont on vient de parler, etc. Et entre guillemets, cette solution, c'est l'idée du personal shopper. Donc, bon, comme d'habitude, c'est un mot anglais, mais pour faire simple, ça n'est ni plus ni moins que comment garder une relation, comme je l'expliquais, avec une personne qu'on connaît, une personne avec laquelle on a pu créer une relation jusqu'à maintenant, ou une marque, hein, ça peut pas obligatoirement directement quelqu'un qu'on connaît, et donc le consommateur. Et pour faire simple dans cette histoire, l'idée c'est de se dire que à distance, avec la technologie, avec un téléphone mobile, avec un PC, enfin en tout cas un accès à Internet, on a aujourd'hui cette capacité de créer des relations. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est assez simple. C'est un petit peu à l'image, si vous avez déjà utilisé les services de Doctolib. Sur Doctolib, à n'importe quel moment, en fonction d'un problème qu'on peut tous avoir, on a la capacité à la fois d'identifier et prendre rendez-vous avec un médecin. Et aujourd'hui, l'idée du personal shopper, grosso modo, c'est la même chose. Ça consiste en quoi? Ça consiste que n'importe quel consommateur a la possibilité d'aller sur le site web de la marque ou bien d'aller en magasin et de flasher un QR code et d'avoir cette capacité en fait de récupérer des identifiants qui vont permettre donc à ce consommateur de rester en contact avec la marque à distance, autrement que bien sûr qu'aller sur le site internet ou faire un courrier, un email ou d'appeler par téléphone, mais plutôt d'essayer de créer une relation donc par visio chat en fonction des disponibilités bien sûr, des vendeurs ou des vendeuses qui accepteraient de jouer le jeu. Donc, de la même manière, effectivement, qu'un Doctolib, le consommateur a la possibilité à n'importe quel moment, effectivement, de choisir en fonction des thématiques, des marques, des boutiques, des vendeurs, tous les critères que vous pouvez avoir en tête, de prendre relation, effectivement, comme on le présente ici, donc de prendre, je dirais, un rendez-vous. Et derrière, bien sûr, au moment du rendez-vous, l'idée à travers, entre guillemets, ce qui est mis en place pour les marques, c'est de faciliter cette relation. Bien sûr, alors on a parlé tout à l'heure, il y a l'échange, il y a le côté sensoriel, on ne va pas remplacer le fait de pouvoir toucher un produit. Là, l'intérêt, c'est comme on va être capable de créer une visio et de faciliter une visioconférence, un petit peu comme on essaie tous de faire aujourd'hui via Zoom ce matin, mais entre une marque, donc un vendeur et un consommateur, le vendeur a la possibilité d'aller dans les boutiques, de remontrer, alors pas obligatoirement la boutique, il peut même être chez lui, hein, s'il est malheureusement comme nous tous confinés. Il a la possibilité de montrer des produits, il a la possibilité d'échanger, d'essayer de recréer une relation humaine, alors bien sûr digitale, mais au moins à minima, alors ça peut être du 1 à 1, d'une personne, d'un consommateur à effectivement un vendeur, mais ça peut être aussi un petit peu comme c'est un peu la mode maintenant sur les réseaux sociaux, ça peut être un vendeur qui lui-même, un petit peu comme le ferait comme on pourrait le faire sur TikTok et ainsi de suite, peut faire des vidéos, les partager à différentes personnes, etc. En tout cas, l'idée, si vous l'avez compris ici, elle est ni plus ni moins qu'essayer de retrouver un canal de communication, qu'essayer de retrouver un petit peu d'humanité grâce à la vidéo, mais aussi d'essayer de faciliter tout ça, puisque comme l'ont expliqué mes deux collègues précédents, ça nécessite effectivement l'utilisation de technologies qui ne sont pas toujours maîtrisées, entre guillemets, soit par les retailers, soit par les consommateurs. Donc l'idée ici, c'est de simplifier au maximum, comme ça a pu être le fait du côté d'un Doctolib pour gérer une relation entre un patient et un médecin. Ici, c'est d'essayer à travers ce personal shopper de faciliter la relation entre une marque et effectivement ses consommateurs. C'est la raison pour laquelle, puisque l'a expliqué notre premier intervenant, Alexandre, c'est qu'on a aussi la capacité à la fin du process de gérer, en tout cas de faciliter le paiement. Quand on est sur un site de e-commerce, on a l'habitude de rentrer sa carte bleue, etc. Et là, de la même façon, en mode personal shopper, on a la possibilité de recevoir un lien qui nous permettra de rentrer effectivement le paiement qu'on souhaite faire, si bien sûr on décide d'acheter des produits qui ont été présentés par le vendeur, et donc de finaliser la vente de façon totalement, je dirais, automatisée et sans avoir besoin de changer de canal de communication. Voilà. Bon, pour synthétiser, l'idée, en fait, c'était de vous montrer qu'à travers l'évolution des technologies qui est aujourd'hui, que ça soit, puisqu'on parle souvent d'omnicanalité, c'était une des questions qui a été posée, hein, comment on fait pour, je dirais, créer une relation entre le physique et le digital. Là, dans ce type de mise en place,
On va utiliser bien sûr des bons vieux canaux comme l'email et le SMS. On va utiliser aussi des choses un petit peu plus innovantes comme le mobile wallet. Et l'idée, à travers ce genre de technologie, c'est de faciliter, comme vous l'avez vu, la relation et essayer en tout cas que à la fois le consommateur ne perde pas sa relation et je dirais le plaisir de l'achat, et de l'autre côté que la marque puisse continuer à développer son business, sachant que malheureusement, on l'a tous vu, la fermeture des magasins a empêché, entre guillemets, une grosse partie malheureusement des magasins de réaliser le chiffre d'affaires qu'ils espéraient sur 2020. Dernier point, juste nous concernant, voilà, nous, comme vous avez indirectement compris, notre métier, c'est d'aider les marques en fait à exploiter les données. Donc, et l'idée dans cette exploitation des données, bien sûr, de les sécuriser d'un point de vue RGPD, mais c'est surtout en fait de les utiliser pour soit acquérir de nouveaux clients, soit fidéliser leurs clients existants. Et l'idée, en fait, c'est de le faire de façon totalement omnichannel, de façon totalement agnostique en termes de business d'activité. C'est pour ça qu'on offre une plateforme nativement intégrée, en fait une boîte à outils destinée aux équipes marketing qui souhaitent mettre en place ce type de dispositif, sachant que là, je vous ai présenté un dispositif orienté retailer, mais dans notre activité, on travaille aussi bien avec des banques qu'avec des opérateurs de telco, effectivement des restaurateurs, etc. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Oui, et puis, je merci. ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai une question par rapport au paiement. Oui. C'est assez intéressant, je crois, hein, parce que tu ne payes pas sur le coup, c'est quand tu reçois la marchandise, c'est ça? C'est une des options en fait qu'on propose pour revenir sur l'un des critères qui était mis par Alexandre, qui était le côté, l'un des stress souvent qu'on a, c'est de se dire quand je vais acheter en ligne, je vois, je sais pas, par exemple une chemise et j'ai peur que la chemise, bon, elle me semble bien, mais je suis pas sûr qu'elle m'aille exactement. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs qui vont peut-être en prendre deux chemises, soit en termes de taille, soit en termes de couleur, ou de marques différentes pour la coupe, et ainsi de suite. Et souvent, ce qui était remonté, c'était de se dire que ils aimeraient bien en fait quand même pouvoir l'essayer et ne payer que s'ils la gardent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce qui est mis en place, notamment sur des sites de e-commerce, il faut payer au moment de, entre guillemets, au moment de la commande. Voilà. Là, en créant une relation entre un vendeur et un consommateur et en lui permettant, au moment de la livraison, de ne payer que ce qu'il garde, grâce au fait qu'on envoie automatiquement un lien qui est mis à jour en fait avec les produits qui sont gardés, il suffit en fait de, vous savez, on flag en fait. Imaginons que j'arrive avec 3 paquets, vous en prenez que 2. Je flash les 2 paquets, automatiquement ça met à jour la commande et ça envoie en temps réel au consommateur un lien qu'il doit payer. Et s'il ne le paye pas, bien sûr, entre guillemets, le livreur a le droit de repartir avec les 3 produits. D'accord. On a une question. Oui. Avez-vous un exemple d'enseigne qu'on puisse tester l'expérience d'Amélie? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a un exemple d'enseigne où on peut tester justement cette expérience? Il y a de plus en plus d'enseignes qui essayent de le mettre. Alors, pas exactement comme ça. Ce use case-là, c'est un use case qui est fait en Asie aujourd'hui. Mais par exemple, je peux vous donner, si vous allez sur le site d'American Vintage, ils ont commencé à mettre en place ce type de personal shopper. Et ce n'est pas les seuls, hein, mais en tout cas, c'est les premiers qui me viennent en tête. D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour votre comparaison. Moi, j'avais une question, c'était effectivement, j'avais le sentiment que c'était le Doctolib du retail. Donc, c'est un peu l'idée, mais c'est en fait, je pense que un peu comme on a parlé d'ubérisation, Doctolib a mis en place un process très simple pour effectivement créer nos relations. Et je pense qu'il y a plein de bonnes idées, et plein de sociétés vont faire émerger des use cases de ce type-là. Juste en 2 mots, l'après-Covid, parce que là, évidemment, pour le coup, vous surfez à fond, entre guillemets, sur la crise sanitaire aujourd'hui qui consiste à nous priver de possibilités d'acheter en magasin. Et donc, le fait de recréer cette relation, elle est évidemment très, très liée à la crise. Est-ce que votre vision sur l'après-crise, pourquoi est-ce que les gens continueraient à utiliser ça alors qu'ils auront la possibilité de revenir en commerce physique? Alors, en fait, moi, je fais toujours une comparaison, même si on est tous différents, mais à la fin, on reste tous des êtres humains. Dans les analyses, alors je sais que peut-être que les panélistes me diront que c'est un peu différent, mais moi, mon point de comparaison, c'est la Chine. Je trouve que c'est impressionnant sur les 20-30 dernières années, l'évolution qu'il y a en Chine. Aujourd'hui, on ne peut même plus payer en carte bleue.
même dans un salon de thé où on va être invité par, entre guillemets, que des petites mamies, tout le monde paye aujourd'hui avec son téléphone mobile. Ce qui, aujourd'hui, quand on dit ça en Europe, alors ça s'est accéléré avec la crise malheureusement, mais quand on dit ça en Europe, ça fait sourire parce qu'on se dit on voit mal sa grand-mère aller payer avec, entre guillemets, son téléphone. Je pense que, moi, le point, je pense que la relation, le côté humain, le fait d'aller en magasin, ça restera, et ça on le voit même sur la Chine, et elle résout de plus en plus de centres commerciaux et ainsi de suite. Par contre, effectivement, la question qui était posée, c'est comment on garde la relation. Et je pense que par contre, aujourd'hui, là où il y a une dichotomie entre, souvent on parle de marketing, commerce, etc., ou service après-vente, avant-vente, je pense que tout ça, c'est en train d'exploser. C'est en train d'exploser et c'est pour ça que dans les relations, avant, on envoyait un email marketing et c'est tout. Et à côté de ça, il y avait une autre équipe qui allait faire le service après-vente, où il y avait une autre équipe qui s'occupait du commerce et qui allait peut-être communiquer sur WhatsApp ou sur WeChat ou sur… voilà. Dernièrement, j'ai reçu un email, par exemple, d'une compagnie aérienne où dans le même email, ils essaient de communiquer avec moi sur email, mais en même temps, ils m'ont proposé de communiquer avec eux sur Messenger et en plus de pouvoir recevoir des informations sur mon vol par tweet, etc. Je pense que ce qui est en train de changer, c'est ça. C'est ce décloisonnement dans l'utilisation des technologies et dans le côté qu'un consommateur lambda, effectivement, à un moment donné, il va vouloir peut-être échanger par SMS, après par WhatsApp, après par email, après par téléphone, et ne plus avoir cette vision cloisonnée qu'à chaque fois qu'il parle, entre guillemets, sur un canal, ça soit un département totalement différent. Voilà. C'est ça, entre guillemets, ce qu'on voit nous, en tout cas, de plus en plus émerger dans les projets qu'on met en place avec des marques, qu'elles soient aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Super. Eh ben, merci beaucoup pour ces précisions, Christophe. Bravo. C'est moi. Et puis, bonne continuation à Scali. C'est gentil. Au plaisir. Merci beaucoup pour votre participation. Antoine Ruffre, directeur des opérations de What the Shop, va prendre la parole maintenant pour nous expliquer un petit peu le fonctionnement des bornes de régulation en magasin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La parole est à vous, Antoine. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Antoine Ruff, le directeur des opérations de What the Shop. Et donc, je vais vous présenter ce qu'on a mis en place pour réguler les flux dans les points de vente. Donc effectivement, c'est un produit qu'on a lancé au moment du premier confinement. Donc, il a déjà été mis en place dans un certain nombre de magasins depuis le premier confinement. Mais donc, il y a eu un fait accélérateur de notre côté. C'est effectivement, donc récemment, le gouvernement qui a imposé au commerce de plus de 400 mètres carrés d'avoir une solution de comptage des flux. Donc, ça devient aujourd'hui une obligation réglementaire. Donc, bien évidemment, ça a déclenché plein d'appels entrants de notre côté. Et donc, on est passé finalement de système d'analyse de la fréquentation qui avant était un petit peu un nice to have, le fait de comptabiliser ses visiteurs, à un must-have avec cette contrainte réglementaire. Surtout à une période de fête de fin d'année, donc on attend quand même beaucoup de trafic dans les magasins. Donc on a ce paradoxe avec beaucoup de monde d'un côté et puis l'obligation de réguler les flux de l'autre. Et c'est vrai que c'est très contre-intuitif, en fait. Les retailers voilà, depuis que le commerce existe, ils essayent de faire venir de plus en plus de clients dans leur magasin. Bah, pour la première fois, on leur dit, en fait, vous devez apprendre à limiter l'accès à votre magasin, ce qui n'est pas évident pour les retailers. Donc, une nouvelle contrainte, une de plus, j'ai envie de dire, parce que le retail a été exposé à quand même pas mal de problématiques ces derniers temps, avec le bâchage des rayons, des produits non essentiels, etc. Enfin, il suffit de suivre l'actualité pour voir un petit peu toutes les contraintes qui émergent quasiment toutes les semaines. Et donc, par rapport à cette contrainte de comptage, il y a la première option qui est le système D, qui a été mis en place par pas mal de magasins. Je suis toujours vraiment impressionné par la capacité des magasins, quasiment du jour au lendemain, à improviser des solutions et mettre en place des choses qui, même si elles sont imparfaites, sont quand même intéressantes. Donc, bon, bien évidemment, il y a l'idée de demander aux vigiles de réaliser un comptage manuel.
Parfois, on met à leur disposition une application mobile. Bon, je ne pense pas qu'on puisse appeler ça de la digitalisation du point de vente. Le fait d'avoir accès à une appli de comptage, mais pourquoi pas. Il y a eu ce qui a été mis en place aussi avec les caddies, les paniers, donc un nombre limité de caddies, de paniers qui permet de comptabiliser les clients. Ou alors, il y a eu le système de distribution en fait, de cartes à l'entrée qui sont récupérées au moment de la sortie et qui permettent, bon an, mal an, de comptabiliser un petit peu les visiteurs. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont mis en place un peu dans la panique, un peu dans l'urgence. L'argument principal de toutes ces solutions, effectivement, c'est qu'elles ne coûtent pas cher à mettre en place. Voilà, pour une période des fêtes qui est vraiment très chargée. Alors, pour moi, c'est quand même une erreur de mettre en place ce type de comptage, on va dire, manuel, parce que finalement, le fait de devoir mettre une personne en permanence à l'entrée pour distribuer un tract, pour remettre en place les caddies, pour faire un comptage manuel, bah, assez rapidement, vous allez mobiliser un employé à temps plein et en fait, tout ça va vous coûter plus cher qu'une solution automatisée. Par ailleurs, donc ça, tous ceux qui sont sur le terrain le savent, hein, tous les comptages manuels sont peu fiables parce que le vigile, il est toujours occupé à autre chose. Il y a aussi des gens qui lui posent des questions, qui lui parlent. Et puis, il n'y a pas vraiment de synchronisation. Si vous avez 3 entrées dans votre magasin, ça devient vite très compliqué en fait, d'échanger de l'information et de savoir vraiment combien il y a de personnes dans le magasin. Et puis, l'expérience client est quand même peu satisfaisante. On apporte des nouvelles contraintes. Moi, je suis allé acheter mon sapin chez Botanique le week-end dernier et effectivement, le comptage manuel n'était pas fiable. Et donc, à l'intérieur du magasin, ce n'était vraiment pas une bonne expérience client. Alors, il y a la deuxième option qui consiste à mettre en place une solution automatisée de comptage client pour pouvoir faire respecter les jauges. Alors, pour ça, il y a plusieurs technologies. J'en ai identifié 3 principales que nous, on propose chez What the Shop. Donc, il y a le Wi-Fi, la détection en fait, des téléphones portables, qui peut être une technologie assez intéressante, notamment parce que le gouvernement, vous le savez, considère qu'un couple, en fait, c'est un visiteur au regard du nouveau protocole. Il y a plein de choses un peu compliquées à appréhender pour les retailers, mais le Wi-Fi est intéressant parce qu'il va nous donner accès à une grande profondeur d'informations sur le nombre de visiteurs, le temps passé en magasin, la fidélité des visiteurs. Mais par contre, il a un inconvénient, c'est qu'il ne représente que 85% du flux de visiteurs. Donc, ce n'est pas suffisant pour être vraiment précis. Et donc, on peut combiner ça avec de l'infrarouge, donc des petits capteurs qu'on appelle directionnels, qui sont capables de comprendre, de différencier une entrée d'une sortie, qui font plutôt bien le boulot, ou alors avec une solution un peu plus évoluée comme la caméra, qui permet aussi d'atteindre un niveau de précision proche des 100%. Donc le Wi-Fi est intéressant parce que beaucoup d'indicateurs, mais on doit le coupler avec de l'infrarouge ou de la vidéo si on veut vraiment être sur 100% du flux. Alors bien sûr, chaque magasin est différent. A store is a story, comme on dit. Donc vous avez du plus simple au plus compliqué, ceux qui ont des entrées, des points d'accès bien délimités avec des portes. Vous avez les super, hyper marchés avec des lignes de caisse. Et puis, vous avez parfois aussi des espaces qui sont complètement ouverts. Donc, nous, on sait répondre à tous ces types de besoins, mais ça nécessite effectivement des technologies, des combinaisons de technologies qui peuvent être différentes d'un point de vente à l'autre en fonction de son contexte. Alors, petit retour d'expérience sur ce qu'on a pu mettre en place depuis le premier confinement. Donc, nous, on a installé des centaines de dispositifs. On a des nouvelles demandes tous les jours en permanence. On a même du mal à éditer les devis. Tellement il y a de flux entrants. Mais donc, on travaille avec des centres commerciaux. On travaille également avec des magasins de grandes superficies comme des Decathlon, des Leroy Merlin, etc., qui sont impactés par ces jauges. On travaille avec des cantines et des restaurants d'entreprise gérés par Sodexo. On travaille avec des super hypermarchés comme Casino ou Leclerc, ou même plus original sur des jauges pour les toilettes publiques. Donc, vous voyez, on a été exposé vraiment à beaucoup de contextes différents.
Et donc, à chaque fois, on a appris, on a fait évoluer la solution. Comme je vous le disais, l'infrarouge fait plutôt bien le job et donc est choisi par beaucoup de nos clients, et c'est une des solutions qu'on recommande un peu par défaut, parce qu'elle a un très bon rapport simplicité d'installation. C'est des petits capteurs qui fonctionnent sur batterie. Le coût est très faible. Chaque capteur coûte 188 €. Et finalement, c'est un bon niveau de précision. À la fin de la journée, quand on regarde les chiffres, on est à 98-99%. On a un écart qui est très faible entre les entrées et les sorties. Donc, ça fait plutôt bien le travail par rapport à ces jauges. Ce qui est très important dans le contexte actuel, c'est la rapidité d'exécution. C'est-à-dire que nous, nos clients, quand ils nous appellent, ils veulent que ce soit mis en place demain. Et donc, pour ça, il faut du plug and play. Si je commence à vous dire « Ah, mais il faut que je vienne avec ma perceuse. Ah, mais est-ce que vous avez un câble RJ45 ou un réseau Wi-Fi privé ?» Voilà, ce type de solution, ça ne marche pas parce que voilà, il ne faut pas de prérequis, pas de travaux. Il faut que ce soit très simple à mettre en œuvre. Sinon, ça va rallonger la mise en place. Or, les clients veulent que ce soit mis en place tout de suite. Le deuxième point, c'est que l'erreur est interdite. Il faut vraiment que ce type de dispositif soit très précis, parce que sinon, on fait courir un risque sanitaire aux clients et aux employés. Et puis, si c'est imprécis, on fait aussi courir un risque business pendant la période des fêtes. Il ne faut pas que vous refusiez des clients avec un système qui soit imprécis. Donc, ce qui est bien, moi, ce que je vous recommande, quelle que soit la solution que vous choisissez pour ça, c'est de demander en fait l'affichage en temps réel du nombre de personnes présentes dans le magasin. C'est la seule garantie finalement que le comptage est vraiment précis. La deuxième chose que je voulais partager avec vous dans notre retour d'expérience, c'est que effectivement la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on met un feu rouge à un moment à l'entrée du magasin que les clients s'arrêtent forcément. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas vu l'écran, soit parce qu'ils l'ont vu, mais que voilà, ils n'ont pas respecté la consigne. Donc, c'est très important d'envoyer une alerte à 90% de la jauge pour qu'on ait quand même un vigile qui vienne faire la police à ce moment-là. Parce que voilà, ce n'est pas parce qu'il y a un feu rouge que les gens s'arrêtent tout simplement. Ce qui est bien aussi, je pense, c'est de choisir un système qui n'est pas simplement un système de feu tricolore, vert, orange, rouge, mais finalement, avoir un écran, c'est pas mal parce que ça vous permet de vous adapter et d'être assez polyvalent, parce qu'on sait que le gouvernement peut être assez créatif sur les règles sanitaires. Et donc, cet écran vous permet de vous adapter en permanence aux nouvelles consignes. Donc, quand ils vous disent « Ah, ce serait bien que vous fassiez la promotion de l'appli tous anti-Covid », vous pouvez le faire. Quand ils vous disent « Il faut afficher le calendrier des pics de fréquentation pour lisser le flux », vous pouvez le faire. Si demain, ils demandent aux gens de mettre des gants quand ils font leurs courses, on pourra aussi l'afficher. Donc voilà, un écran, c'est plus polyvalent par définition qu'un simple feu tricolore. Ce genre de dispositif, c'est aussi l'occasion de progresser en termes de connaissances clients, parce que du coup, vous allez apprendre pas mal de choses sur votre trafic, vos visiteurs et même vos passants. Donc, intéressez-vous quand même au reporting que vous proposent les différentes solutions. Voilà, en tout cas, nous, on essaye d'être assez exhaustif. Donc, on est sur des passants, des visiteurs, des pics de trafic, la fidélité de vos clients, la fréquence de visite, le temps passé dans le magasin, voire même les parcours dans les rayons. Voilà, quitte à mettre en place ce type de dispositif, autant que ça vous fasse progresser un maximum sur la connaissance client. Méfiez-vous aussi des coûts cachés. On a parfois des prestataires qui ont des offres, on va dire, assez agressives, mais ça n'inclut pas la livraison, ça n'inclut pas l'installation, ça n'inclut pas la maintenance. Soyez vigilants surtout au niveau de la maintenance, parce que si on vous installe un dispositif et que le jour où vous avez un problème, ça vous coûte 600 € ou 1 000 € pour une intervention, il vaut mieux s'y préparer, le savoir dès le début. Donc voilà, quelques exemples. Donc, je ne vous ai pas fait un focus particulier sur le cas Decathlon, parce qu'avec toutes les installations
qu'on a réalisé entre-temps, finalement, on a un contexte beaucoup plus large de dispositifs que vous voyez un peu chez tous ces clients. Donc, nous, ce n'est pas le quoi qu'il en coûte, c'est le quoi qu'il en compte. On essaye de mettre en place tous ces dispositifs et de tenir les délais de livraison et d'installation qui sont de 10 jours actuellement. Donc, on travaille quasiment 7 jours sur 7 pour pouvoir répondre à la demande. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai terminé. J'espère avoir respecté le délai. C'est bien. C'était parfait. À Merci une beaucoup, minute près, Antoine. c'est très bien. Ouais, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a une question peut-être si on prend rapidement, sinon on passe directement à… Wi-Fi et Bluetooth, même constat, point d'interrogation. Ah non, non, le Wi-Fi et le Bluetooth, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, la détection Wi-Fi, elle permet de détecter 85% du flux de téléphone. C'est de la détection passive, hein, il n'y a pas d'action à faire de la part de l'utilisateur. Le Bluetooth, finalement, c'est des taux de détection qui sont très, très faibles, hein. On parle de moins de 5% de détection. Parce que pour que la détection Bluetooth puisse se faire, il faut que la personne ait l'application de l'enseigne. Donc, il faut que vous ayez l'application de Casino, de Decathlon, de Sodexo, de Clépierre. Et puis qu'elle soit active, je crois aussi. Oui, que le Bluetooth soit actif. Alors, avec Stop Covid, vous avez quand même de plus en plus le Bluetooth actif sur les téléphones. Mais le principal frein, c'est surtout d'avoir l'application du retailer. Il y a très peu de clients qui ont malheureusement l'application du retailer. Donc, la détection Bluetooth, en réalité, ça ne sert pas à grand-chose parce que les gens n'ont pas l'application. D'accord. Là, on a un commentaire Bluetooth passif, je voulais dire. Alors, Bluetooth passif, le Bluetooth, hein, le principe du Bluetooth, c'est que vous avez des balises qui émettent un signal, mais c'est l'application du retailer qui écoute ce signal. Donc, s'il n'y a pas d'appli du retailer, il n'y a pas de détection possible. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine, pour ces précisions et bravo pour votre intervention. Longue vie à What the Shop. Éléonore Dumont va pouvoir prendre la parole maintenant, directrice adjointe de Retail Media, pour nous parler de l'importance des messages in-store. Vous avez la parole. Bonjour, merci à tous et merci Laurence et Vladimir. Moi, je vais vous parler de l'importance des contenus parce qu'il y a aujourd'hui des attentes fortes de la part des clients et pas seulement vis-à-vis des enseignes. Je vais démarrer par la base parce que on a quand même vécu une situation de crise et le plus important en temps de crise sur la partie communication, c'est vraiment de débrancher l'existant en fait et comment dire et de revenir en fait sur les messages sanitaires, tout ce qui est sécurité. Donc on a des exemples notamment par exemple chez Alain Afflelou qui a adopté en fait par exemple une baseline vraiment spécifique pendant le premier confinement puisque les enseignes étaient ouvertes. Donc là, on est vraiment sur le respect des gestes barrières, voilà, toutes les contraintes sanitaires qui sont finalement intégrées au magasin, mais qui sont aussi des choses un peu sur mesure. On a notamment des services qui sont mis en avant pour tout ce qui est appareillage auditif, etc. Donc, c'est un premier exemple. Je continue avec DIM, qui, pareil, s'est engagé à limiter le nombre en fait, de clients en magasin, à privilégier tout ce qui est paiement carte bleue sans contact, etc. Et enfin, je vais finir sur la partie sanitaire avec une intégration des gestes barrières sur une communication en fait un peu plus connivente de la part du Crédit Agricole d'Île-de-France. Voilà, donc en fait, l'idée c'est aussi d'apporter des messages qui vont faire sourire tout simplement. Donc ça, c'est la première chose et c'est
évidemment, comment dire, une attente très forte à laquelle il faut répondre en urgence. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut répondre à d'autres types d'attentes par rapport à des services, notamment des services en ligne, parce que le digital a beaucoup pris le pas en fait pendant cette crise, notamment avec tout ce qui est e-commerce. Donc là, on a un exemple d'Auchan qui va en fait promouvoir tout simplement le drive et qui va bien expliquer en fait le parcours client qu'on va avoir sur. On a aussi, là je reprends l'exemple d'Alain Afflelou, une promotion de justement du e-commerce. Donc c'est finalement tous les services qui vont faciliter la vie du client et qu'on va retrouver à la fois en affichage dynamique, mais pas seulement. C'est des services qu'on va retrouver finalement sur les réseaux sociaux, qui sont relayés sur le site. Voilà, et avec des engagements forts, bien évidemment, comme la livraison gratuite. Ensuite, on peut aussi se montrer pédagogique par rapport au parcours client à l'intérieur du magasin. Donc, c'est un message, par exemple, de Monoprix qui nous explique tout simplement le parcours avec les différentes étapes et les différentes étapes en fait en images pour bien montrer en fait des preuves visibles de cette intégration des mesures sanitaires. Alors, je vous passe quand même rapidement cette vidéo qui est un petit peu longue. Ensuite, on a un autre exemple du côté de la SNCF. Donc là, c'est plutôt par rapport à l'anticipation. Donc, c'est des messages en fait incitatifs qui vont permettre justement d'apporter de la réassurance, mais aussi d'indiquer en fait quelles sont les bonnes étapes à suivre pour un parcours client réussi. On a un troisième type de messages qui sont des messages de solidarité et d'action. Parce que on a pu le constater, beaucoup d'entreprises se sont engagées. Donc, ça va des messages assez simples qu'on retrouve par exemple en vitrine des salons de coiffure et qui incitent assez simplement en fait les clients à rester chez eux. On a aussi des messages qui sont vraiment des preuves d'engagement et qui sont des messages incitatifs pour, par exemple, faire des dons. Donc, c'est ce qu'on retrouve chez Auchan voilà, par rapport à la Fondation de France. Et enfin, on a d'autres types de dispositifs de solidarité, qui est le cas de nombreux assureurs qui se sont engagés à davantage protéger en fait, leurs clients pendant cette crise. Et c'est évidemment des messages qu'on retrouve en fait, notamment en vitrine et en intérieur. Ensuite, le quatrième type de message qu'on peut produire dans ces situations vraiment exceptionnelles, c'est des messages de remerciement. Alors, des messages de remerciement vis-à-vis en fait, des collaborateurs, mais qui remercient aussi en fait, les clients par rapport à leur engagement, par rapport à tous leurs messages de soutien. Donc, on retrouve en fait un ton assez connivant et assez. Enfin voilà, l'idée est bien sûr de à la fois remercier ses clients, mais aussi de toujours motiver en fait ses équipes.
Et on a, par exemple, un dernier message de Picard voilà, qui rend compte en fait du nombre de dons qui ont été reversés à une association grâce à ses clients. Ensuite, il y a des messages vraiment destinés à l'interne, alors même si les messages de remerciement en sont également. On a des messages qui finalement ne sont pas sur de la communication client pure, mais qui vont permettre de réaccueillir les collaborateurs au niveau de la communication interne sur les sièges d'entreprise. Donc, c'est des messages, pareil, assez simples, mais très efficaces en fait dans l'approche. Et enfin, je trouve que c'est un exemple intéressant parce que ce message-là, en fait, s'adresse aux collaborateurs, mais finalement pas sur site. C'est plutôt des messages qui leur sont diffusés via les intranets, etc. Et qui vont être sur les bonnes pratiques du télétravail. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la première chose, c'est de se montrer bienveillant et rassurant. C'est bien évidemment la base par rapport à cette communication de crise. En revanche, il faut rester soi. Ça veut dire s'approprier ces consignes sanitaires, mais pour autant, vraiment conserver sa charte, conserver un ton qui est propre à l'enseigne et aussi mettre en avant d'autres types d'actions, d'autres types de services. Le deuxième point, c'est qu'il faut anticiper des nouveaux besoins et finalement s'adapter à nos cibles en étant là où elles sont, avec des services en ligne. Il ne faut pas bouder le digital, au contraire, il faut s'adapter à des nouvelles tendances et contextualiser bien sûr les offres. Ensuite, l'idée, c'est de dépasser la relation commerciale et de vraiment communiquer sur ses engagements. Ça veut dire réinjecter de la communication corporate, finalement. Et ça rejoint, je pense, un point que beaucoup d'entre vous ont souligné aujourd'hui, c'est la transversalité entre les différents services de l'entreprise. Ça nécessite bien évidemment beaucoup plus de coordination. Alors, à un moment où tout le monde est assez chahuté par la désorganisation, ça demande encore plus voilà, de coordination. Et enfin, le dernier point, c'est de s'adresser à l'interne, puisque finalement, les collaborateurs sont aussi les premiers clients de l'entreprise, de célébrer leur retour sur site, de partager des bonnes pratiques et de valoriser les métiers qui sont exposés, mais pas seulement, de valoriser aussi des métiers qui sont moins visibles. Aujourd'hui, en fait, le constat, c'est qu'il n'y a pas de petits héros dans l'entreprise. Donc voilà pour la partie contenu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Éléonore, pour cette présentation et pour ces informations et de voir un petit peu quels sont les messages et la manière de communiquer en cette période un peu particulière. C'était très instructif. Pour des raisons de temps, on va être obligé d'écourter un petit peu et d'aller un peu plus rapidement. Ce que je vous propose, si vous avez des questions à poser à Éléonore Retail Media, n'hésitez pas à nous les faire passer. On vous mettra en contact et encore une fois, quoi qu'il en soit, on pourra vous faire passer l'enregistrement. Un grand merci, Éléonore, et bravo pour vos messages Retail Media. Merci beaucoup.
Je vous propose sans transition de donner la parole à Gédéon, directeur commercial de Emity, qui va nous parler des e-menus. Je te remercie, Gédéon, de faire au plus vite afin que la dernière intervenant après Guylain Rouès de Billy puisse faire son intervention également. Merci à toi et je te laisse la parole. Oui, très bien, merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bon, merci. Bonjour, je suis ravi de pouvoir échanger, de partager notre expérience face à la crise. Cette crise a été assez difficile, hein, ça a été un peu brutal. En mars, nous avons été, comme tous, bloqués, confinés. Et à ces moments-là, nous devions réagir, nous devions innover, trouver des solutions. Et donc, on a un peu brainstormé, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait aider nos amis restaurateurs, qui est notre public, qu'on travaille depuis 4 ans. Qu'est-ce qui pourrait les aider pour sortir de la crise quand il fallait réouvrir. Donc, on leur a proposé une borne de désinfection hydroalcoolique avec écran pour la partie communication. Et ils avaient besoin aussi de pouvoir afficher leur menu. Donc, par rapport à ça, nos clients qui utilisaient déjà notre solution d'ardoise digitale avaient déjà des outils qui leur permettaient de communiquer très simplement et de façon qui applique les gestes barrières. Mais on voulait aller plus loin. Donc, en discutant avec nos clients, on a ressorti le QR code. QR code, c'est quelque chose qui est assez vieux, mais en fait, qu'on a ajouté à notre plateforme. Et dans l'idée de pouvoir diffuser, partager la communication sur les menus, sur les actualités des restaurateurs, on a ajouté un canal à notre système qui permet de diffuser le menu sur les écrans, les réseaux sociaux, le site internet, le QR code et les tablettes. Parce que les tablettes sont arrivées, c'est un outil aussi très simple de désinfection. La tablette, vous la nettoyez très simplement. Ça permet de rassurer le client. Parce que l'idée vraiment, c'était de pouvoir rassurer le client, que les clients puissent revenir en toute sécurité dans les restaurants, dans le retail. Et la digitalisation est là pour apporter des solutions qui sont bien sûr innovantes, des solutions qui aussi sont un peu dans l'air du temps, parce que on doit pouvoir un peu aider nos clients face à la concurrence du digital, de Amazon. Hein. Ça, c'est tout le monde, c'est le débat du moment. C'est comment faire revenir les gens sur du commerce physique. Et c'est ce que j'appelle le phygital. Le phygital, c'est pouvoir allier le digital à l'expérience au magasin. Donc ce matin, on a eu des présentations qui ont été très intéressantes. On a pu voir que ce soit la communication avec Retail Media, les jauges, on a pu voir les valeurs qu'on pouvait apporter, hein, les solutions qu'on pouvait apporter. Notre système est simple d'utilisation, voilà, parce que les restaurateurs ont très peu de temps, ne sont pas informaticiens, donc il faut apporter des outils de digitalisation simples. Ça, c'est le retour qu'on a avec eux. Il faut vraiment apporter une simplicité d'utilisation. Après, pour vous partager un petit peu comment ça fonctionne et quel est l'intérêt, donc le QR code est sur la table ou sur les écrans. Avec votre téléphone, vous pouvez scanner et vous avez les différentes offres du restaurateur ou du magasin. Vous interagissez, je ne sais pas si c'est le mot exact, c'est vraiment quelque chose de vivant. Et après, un peu la barrière qu'on peut avoir par rapport à ça, on peut dire oui, mais alors si vous digitalisez, il n'y a plus d'humain. Alors ça, du retour d'expérience qu'on a, c'est vraiment c'est pas vrai. C'est-à-dire que le digital va simplifier les tâches du quotidien et le relationnel va être encore plus présent parce que en fait, le vendeur, le serveur est là pour vraiment interagir et pas vous présenter 10 fois le menu du jour.
Avant, je me rappelle, quand j'allais au restaurant, il y a 5-10 ans, on vous disait, voilà, le menu du jour, entrée, plat, dessert, et le serveur allait le dire 10 fois, 20 fois, 100 fois. Là, il ne le dit plus, en fait. C'est les outils digitaux qui vont être là. Le serveur va se concentrer sur le bien-être du client, savoir s'il a été bien servi, être plus réactif. Donc vraiment, c'est Emity travaille vraiment depuis très longtemps là-dessus, sur la digitalisation, l'aide, et ça va que avec la crise du Covid qui est un peu un accélérateur. Comme me disaient plusieurs personnes, après chaque crise, on ressort de nouveaux produits, des solutions. Après, il y a des… Voilà, donc je pense que la digitalisation, on le voit, le gouvernement met des plateformes de digitalisation. On parle de digitalisation partout parce qu'il y a vraiment un intérêt là-dessus. Et après, sur le cas concret, donc voilà ce que ça donne pour un restaurateur qui a l'écran, on voit l'écran au fond, la plateforme sur mobile ou sur PC et les tablettes qu'il peut proposer à ses clients. Donc voilà notre partage par rapport à ce qu'on a pu apporter, les préconisations qu'on a pu proposer à nos clients pour sortir de cette crise et préparer l'avenir. Donc j'espère que les restaurateurs pourront ouvrir rapidement parce qu'ils attendent ça, le contact social et retrouver leurs clients. En tout cas, je vous remercie. Je pense que j'ai été dans le temps. Et en tout cas, n'hésitez pas de me Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et Gédéon vous répondra. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, je vous donnerai les coordonnées de chaque intervenant. Bon, on arrive à la fin, on a fait rapide. Oui, voilà, c'est super. C'était bien, c'était très clair. Donc, merci Gédéon. Et enfin, donc on reçoit Guylain Prouès de la société Billy, qui a aussi une autre solution pour justement tout ce qui est secteur de la restauration, notamment, qui peut être, j'imagine, dupliqué sur d'autres secteurs. Exactement. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, donc on va aller très très vite, parce que c'est un peu la fin, donc on va aller directement un peu au cas concret. Là, l'idée, c'est aussi de se préparer au déconfinement, de voir comment ça s'est passé pendant le premier déconfinement et permettre aux restaurateurs de capter toute la valeur de ce rebond. Donc, on l'a vu, il y a plein d'outils digitaux qui peuvent être mis en place, mais l'idée aussi, c'est d'améliorer l'efficacité opérationnelle du restaurant, du point de vente, pour que justement, lui, puisse dégager toute la valeur possible. Et puis, en plus, il va y avoir des protocoles sanitaires et autres, ce qui fait, on a parlé de jauge, etc., que même en ouvrant, il y aura encore des contraintes qui feront que le restaurateur sera aussi frustré. Donc pour ça, il faut apporter du digital là où justement il y a des frictions dans l'efficacité opérationnelle. Donc moi, ce que je voulais vous montrer un petit peu, un cas concret qu'on a pu voir. Nous, on est créé en 2017, focalisé sur le paiement mobile, mais on a vu quel impact ça a eu après le déconfinement, enfin pendant le déconfinement. On a vu des taux d'usage exploser et surtout des retours restaurateurs qui ont montré finalement qu'il y a des solutions qui leur permettent vraiment, tout comme le disait Gédéon, de garder le contact, de garder le sien et finalement de s'épargner les tâches qui finalement prennent du temps et impactent finalement la façon de rouler son business. Un restaurateur, ça a 2 heures ou 3 heures de service pour maximiser son chiffre d'affaires de la journée. Et pour ça, il faut justement que les tables tournent rapidement, que les clients soient servis rapidement, etc. Et nous, on a identifié un point de friction important où justement tout le monde perd un peu son temps, c'est le moment de payer à table. Quand le client veut partir, il pose ses couverts, tout ce qu'il veut, c'est partir. En fait. Donc, pour lui, le moment de payer n'est pas un moment qui va rajouter de la valeur dans son expérience. De l'autre côté, il y a un serveur qui a 1000 métiers en fait dans sa journée. Il va servir, prendre la commande, faire de l'upsell, etc. Et l'encaissement, c'est finalement un moment transactionnel qu'on pourrait rendre beaucoup plus fluide, où justement le serveur se concentrait plus sur le feedback. Et donc, notre idée, c'est justement de permettre à ce serveur de libérer du temps pour se concentrer sur l'expérience, parce que c'est ce qui apporte le plus de valeur au restaurant. Donc, pour ce faire, et donc, comme je disais, en parallèle, évidemment, il faut pouvoir quand même faire du flux, quoi. Donc,
parmi les solutions existantes, on a perdu du menu digitalisé, c'est vrai que c'est un impact génial. Ça a aussi sensibilisé les gens à l'utilisation du QR code. Et on peut aussi aller plus loin. Donc, le paiement mobile sans contact, l'expérience est assez simple. Le client déjeune comme d'habitude. Il flash le QR code qu'il y a sur la table et ça lui affiche directement son addition sur son portable. Il n'a plus qu'à sélectionner ce qu'il veut payer, ou tout payer, valider, il paye avec Google Pay, Apple Pay, les titres restaurants dématérialisés, Alipay, WeChat, maintenant on a intégré, et ça envoie directement la confirmation au serveur. Vous n'avez plus qu'à partir, lui le serveur il sait que vous avez payé. Donc c'est 10-15 minutes où vous vous cassez le bras parce que justement le serveur ne vous a pas vu, il a autre chose à faire, etc. Il doit aller chercher un TPE, il n'y a qu'un TPE pour 30 tables, etc., etc. Tout ça, vous l'enlevez. Le client il s'est focalisé sur la bonne partie de l'expérience. Il peut partir, il a directement son reçu, sa note de frais. Et le serveur, lui, il a libéré du temps, il profite de son coup de feu. Justement, l'idée, c'est de se concentrer vraiment sur l'expérience client. C'est là où on se démarque dans la restauration. Donc, un cas concret, et donc, je fais ça un peu speed, hein, je suis désolé, mais je n'ai pas envie d'endormir tout le monde. Donc, un cas concret, on a été chez une chaîne qui s'appelle Louis Diner et on a mis dès juin en place la solution de paiement. Et en fait, ça a eu un impact vertueux, mais sur toutes les opérations. On a dégagé 15 minutes entre chaque encaissement. Les serveurs avaient plus de temps, ils ont réussi à augmenter les tickets moyens. Donc, on avait une hausse de 32% du ticket moyen quand c'était payé par Billy versus le paiement habituel CB. Et derrière, ça a fait des petits, c'est-à-dire qu'on a augmenté de 5% le chiffre d'affaires, etc. Donc, vraiment, en fait, en améliorant l'efficacité opérationnelle, on augmente et le CA et on réduit les coûts. Puis en plus, l'autre chose très importante, c'est que les consommateurs sont contents de cette expérience. Donc, on a une note de 4,8 sur 5. À la fin, on demande toujours une note de comment se passait l'expérience, comme dans Uber ou autre. Et on est à 4,8 sur 5 dans cet établissement. Et la moyenne, elle doit être à 4,7 dans tous nos établissements. Donc voilà, ce que je peux vous montrer, c'est peut-être une petite vidéo. Je ne sais pas si ça marche bien quand on fait une vidéo en… Est-ce que vous la voyez là déjà? Oui. Okay. Est-ce que vous l'entendez maintenant? Oui. Un peu plus fort. Quelque chose qui fait gagner du temps. L'ensemble de l'équipe, on est vraiment content. Chez Oli's, nous, notre spécialité, ça va vraiment être les burgers. Les gens, quand ils viennent chez nous, même pour une pause le midi, ça sort de l'ordinaire, il y a la musique, il y a les tenues des employés, il y a le cadre, ils voyagent le temps d'un repas. Pour la réouverture après l'épisode du Covid, on a mis en place Billy. C'est une décision qui a été prise pour limiter au maximum les contacts et les manipulations de cartes. Nous, c'est des petits stickers qu'on a mis sur chaque table. Ça permet au client de pouvoir consulter la carte une fois qu'il a fini son repas. Il a juste à scanner le petit QR code encore. Il atterrit directement sur son addition et il peut régler de suite son addition. Ça lui évite de venir et de faire les longues files d'attente qu'il y a le midi quand tout le monde est pressé et quand tout le monde veut partir et rembaucher. C'est un réel gain de temps et pour lui et pour nous. Tous les clients, à la fin de leur règlement, ils arrivent tout simplement sur une page où ils peuvent laisser un avis. Et nous, ça nous donne aussi un axe d'amélioration et de voir sur quel point on peut encore travailler. Parce que même à 4,7, il nous reste 0,3 qu'on peut encore grignoter. Pour nous, au niveau de l'installation, ça a été extrêmement simple. La seule chose qu'on a eu à faire, nous, c'était mettre les petits stickers en place sur chaque table. Toute la gestion au niveau informatique, tout ça, ça a été intégralement géré par Billy. Donc, du coup, aucune manipulation particulière à faire. C'est vraiment une solution idéale, alternative, qui change la vie au quotidien. Et Billy, très clairement, ça nous fait réellement gagner du temps. Moi, je ne me revois pas, au jour d'aujourd'hui, revenir en arrière. Donc, voilà un peu le retour qu'on a eu. On est passé de 4,7 à 4,8, donc c'est bien, c'est-à-dire qu'on a continué à progresser. Voilà, est-ce que le message que j'ai, c'est le bon moment pour se préparer. Il y a plein de choses qui ont changé, il y a une nouvelle façon de consommer, etc. Mais tout le monde veut retourner au restaurant, et moi le premier. C'est le moment de se préparer et c'est le moment de voir finalement ça du bon côté, plutôt que se morfondre et de se dire, OK, on va réussir à mettre en place les bonnes solutions. Que ce soit la com, comme on a pu voir au début, le respect des normes, etc., pour capter un maximum de valeur et sortir gagnant en fait de cette crise. Voilà. Moi, j'ai dit que j'allais faire très, très court. Je ne sais pas si j'ai un peu dépassé ou pas. En tout cas, merci à tous.
On a perdu Laurence. Je Est-ce suis que vous avez désolée. des questions? J'ai le facteur qui est passé. Bravo. J'avais une question, moi, par rapport à la possibilité de payer. Parce que quand on est plusieurs à table, chacun peut payer sa part. Exactement. Chacun peut payer sa part, chacun peut payer comme il l'entend. À Si moi, partir j'ai de envie son payer mobile, chacun? De son mobile? à partir de son mobile, en fait, ça donne une vue interactive où chacun peut prendre sa part ou juste la consommation, etc., etc. Donc, en plus, ça évite peut-être des sketchs comme celui de Muriel Robin sur l'addition, où tout le monde part content et tout le monde a payé ce qu'il devait payer. Et la femme enceinte qui paye pour les 6 bouteilles de vin bues par les autres, Voilà. ça, maintenant, on l'évite. Voilà. D'accord. Et possibilité de laisser un pourboire? Exactement, ouais. C'est ce qu'on est en train de développer pour début 2021. C'est de pouvoir mettre un pourboire, mais surtout pas impacter les restaurateurs d'un point de vue social. Donc, c'est un peu le trick à mettre en place. D'accord, super. Et dernière chose, les plus 32% sur le ticket moyen Billy, comment ça s'explique? J'ai pas saisi. Alors, dans les expériences, il y a plusieurs types d'expériences déjà, c'est important. Il y a le paiement à table, ça c'est ce sur quoi je me suis concentré, mais il y a aussi la commande à table. Où là, c'est le client qui commande directement. Donc là-dessus, on fait aussi de l'upselling, un peu comme sur les bornes McDo. On veut dire, est-ce que vous ne voulez pas ça déjà, ça génère… Ouais, c'est exact. Ça a un impact énorme. D'accord. Après, des retours terrain qu'on a, parce que nous aussi, on s'est dit, OK, 32, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est énorme. Et en fait, les serveurs expliquaient que les clients ont à ce moment-là plus de temps, en fait. C'est alors qu'ils reportent ces 15 minutes en se disant non mais c'est bon en fait. On est tranquille, on n'a pas besoin Ils profitent vraiment de leur temps et ils en profitent pour consommer en plus. Donc soit on libère la table plus rapidement alors qu'avant les gens ils attendaient et cette table ne générait pas de cash parce que tout le monde attendait. Soit ils restent et ils génèrent du cash parce que les serveurs sont plus libres pour aller proposer des nouveaux produits, de l'upsell, vous voulez pas un petit café, etc. etc. Et les clients ont plus de temps. Voilà. D'accord, ok, c'est super intéressant. C'est très clair. Bon, merci à tout le monde. Ça a été intense. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, le replay sera disponible. Donc, je l'enverrai à tout le monde. Et puis, en tout cas, c'était super intéressant parce qu'on voit qu'il y a plein d'idées et que donc, on n'en est qu'au début. Donc, c'est chouette. Voilà. Écoutez, je vous donnerai les coordonnées à tout le monde de toute façon. J'enverrai le replay et si j'ai des questions, je vous les ferai remonter. Voilà. Merci tout le monde. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Bientôt. Au revoir. Au revoir.